Présent au poste pour vous servir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à notre grand rendez-vous de chaque mardi et jeudi à partir des 18h30. Le chef de l'État était en face de la jeunesse dans le cadre de cette grande structure, le Conseil national de la jeunesse. Il y a eu de jeunes gens qui ont bravé la peur, ils ont posé des questions pour savoir sur l'avenir de la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est ça même le thème principal que nous allons débattre avec mon invité. Il s'agit de M. Gaël Matadi. Il est cadre du parti MDVC. C'est avec lui que nous allons poser ces deux questions. Quel est l'avenir de la jeunesse congolaise? Et puis, quel est son apport face à la guerre de l'Est? Monsieur Gaël, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je me porte bien, ainsi que mon parti politique, le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Avant de demander à la régie de nous balancer la vidéo, j'aimerais un peu que vous parliez. Quelle est l'actualité, le sujet qui a retenu votre attention tout au long de la semaine? Oui, vous êtes sans ignorer que la guerre qui sévit la partie est de la République démocratique du Congo intéresse tous les Congolais. Je crois que c'est l'actualité la plus en vue, n'est-ce pas, pour tout Congolais qui est épris de l'amour de cette patrie, de ce grand Congo. Nous voulons la paix. Le camarade Justin Moudekereza l'avait dit et nous le réitérons encore en ce lieu. Mais également, le président de la République, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, avait invité, sinon reçu les jeunes Congolais. C'est de ça que nous allons parler. Je voudrais dire une partie des jeunes Congolais. J'irai même plus loin pour dire, Monsieur le Président avait reçu les vieux, n'est-ce pas, en lieu place de jeunes, à l'hémicycle du Parlement. Je crois que ces deux actualités-là sont intéressantes et nous les avons scrutées avec beaucoup de circonspection. Merci beaucoup. Que Light Mouton nous balance la vidéo. Le Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers de la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que Semoko, Zijin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, c'est moi. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Oui, Monsieur le Président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres
du 5 juin de cette même année, ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire, vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme l'ARSP. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARSP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire ces fonctions. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'ARSP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARSP nous complique, on n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui œuvrent autour de cette question? Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans l'ARSP, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons Merci réussir. beaucoup, merci, merci. Et voilà, une intervention muscle, s'il faut le dire. Gaël Matadi, quel regard critique avez-vous par rapport à cette intervention de ce jeune homme, dont Israël Hubert, oui, c'est ça son nom? Oui, je salue la pertinence de l'intervention du compatriote, du camarade Israël, parce qu'il s'est comporté comme un porte-étendard de la jeunesse. En réalité, madame, vous devez le savoir, ce que notre compatriote venait de dire tout haut, n'est-ce pas, est dit par l'ensemble de la jeunesse tout bas. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des menaces, simplement parce que quelquefois, ceux qui dirigent ne donnent pas la possibilité à ces jeunes de s'exprimer librement. Et donc, nous sommes d'accord avec cette intervention. Concernant les millionnaires, parce que le président nous avait promis, n'est-ce pas, la création d'une classe de millionnaires. Moi, je dirais que le président a réussi à créer les millionnaires. Comment ça? Ah ben oui, le président a réussi à créer les millionnaires. Les députés nationaux sont aujourd'hui des millionnaires, n'est-ce pas?
Ceux qui sont au gouvernement sont des millionnaires. Les membres des familles de gouvernants sont aussi des millionnaires. Mais simplement, nous les appelons des faux millionnaires. Des faux millionnaires, pourquoi? Parce que nous avons institué, avec cette mandature, je dirais même depuis très longtemps, voilà pourquoi le MDVC est contre toutes ces choses, un système qui consiste, n'est-ce pas, à élever les membres de nos familles, à élever nos proches, à donner les marchés de l'État, n'est-ce pas, à nos familles et à nos proches, à favoriser dans les procédures pour obtenir certaines facilités dans des services publics, rien qu'à nos proches et aux membres de nos familles. Et voilà la conséquence aujourd'hui. Un député, dans son compte bancaire, c'est beaucoup d'argent. Vous prenez le ministre, n'en parlons même pas. Et donc, on a réussi à créer les faux millionnaires, n'est-ce pas, dans ce pays. Et la jeunesse est restée, comme toujours, un parent pauvre. On a essayé de créer des faux millionnaires, comme vous le dites. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que cette jeunesse-là se trompe dans le démagogie, se trompe dans la corruption, cette même jeunesse? Non, madame, je ne dirais pas que la jeunesse, elle est foncièrement trempée dans cette corruption-là. Mais qui dirige, en fait? Qui institue le système? Qui met en place le système? Écoutez, je vais vous dire. Vous prenez dans le secteur dans le domaine de la sous-traitance. Vous avez l'ARESP, n'est-ce pas? Une autorité de régulation de la sous-traitance qui a été créée il n'y a pas longtemps. Mais la procédure, notre compatriote l'a rappelé, ne serait-ce que pour être listé dans le répertoire de l'ARESP. Mais il y a un problème. Vous prenez le fonds de promotion des industries. Est-ce que vous avez des millionnaires jeunes dans ces fonds, accompagnés par ces fonds? Vous avez l'Agence nationale de promotion des investissements. Est-ce que cette agence a réussi, n'est-ce pas, à nous produire les investisseurs congolais? Non, mais plutôt la gouvernance actuelle. La gouvernance actuelle, j'étais en train de dire, est caractérisée, n'est-ce pas, par une pratique qui consiste à s'enrichir, à ne prendre que ce qui est de l'État, à donner à ses proches, à ses membres de la famille, au détriment de cette jeunesse. Gaël Matadi, oui, il est vrai. Certes que à chaque fois vous chargez, ou encore les gens ont l'habitude, la population a l'habitude de charger le gouvernement, de charger le chef de l'État. Mais le comble est que lorsqu'on voit cette jeunesse derrière se faire passer pour des boucliers des politiciens, cette jeunesse le voit dans des Ngandazododo, cette jeunesse le voit dans le rouage des Koulouna. Cette jeunesse, le voir, comment je vais dire, nous venons d'en parler hors micro, de voir, il y a certains jeunes qui se sont constitués comme des commissionnaires Yabamomi, vous comprenez. Il y a certaines communes dont je tais les noms, vous comprenez. Donc ce sont des jeunes qui sont là, ils savent cibler que ce monsieur a beaucoup d'argent, petit momi, Djomorazawana Anabala rebelle, c'est au comélier Toben Dabala. Cette jeunesse-là, quelle est la part du gouvernement dans ça? Pourquoi toujours charger le chef de l'État ou encore le gouvernement? Cependant que nous sentons aussi une certaine inconscience de la part de cette jeunesse. Oui, mais je voudrais bien que, avant que l'on puisse préciser la situation de cette jeunesse, dont vous voulez ici noircir le visage, que l'on parle un peu de la jeunesse qui est consciencieuse. La jeunesse consciente. Qu'est-ce que nous avons fait de cette jeunesse? Elle est minime. Non, mais écoutez. Elle est minoritaire. Non, mais écoutez, cette jeunesse-là d'abord, est-ce qu'elle a des accès? Est-ce que cette jeunesse a des externalités? Cette jeunesse consciente, je vous rappelle, ce sont des diplômés des universités, pour la plupart. Cette jeunesse consciente, je vous rappelle, ce sont ces jeunes qui se lèvent tôt le matin pour chercher, n'est-ce pas, de quoi manger. Cette jeunesse qui entreprend. Est-ce que cette main-d'œuvre-là, locale, est-elle protégée? Je dirais non. Mais s'agissant de l'inconscience d'une partie de la jeunesse, mais il est de la responsabilité de l'État. Madame, soyons clairs.
c'est de la responsabilité de l'État. Si l'État avait géré ce pays, ou si l'État gère ce pays dans un système où les familles retrouvent leur place dans la société, où l'école joue son rôle, où l'État, au travers des interventions publiques, ça veut dire les investissements publics, nous pourrions avoir des services publics pouvant encadrer ces jeunes-là, pouvant occuper ces jeunes. Je ne pense pas que cette jeunesse inconsciente, le taux au fait de cette jeunesse inconsciente va davantage augmenter. Mais le problème est là. L'État a abandonné. Madame, est-ce que les Congolais, je ne prends que les Quinois, connaissent le ministre de la Jeunesse? Madame, parce qu'il faut parler du Conseil national de la jeunesse. Quels sont les programmes que le Conseil national de la jeunesse a élaborés, a mis en place, a même suivi auprès des gouvernants afin que cette jeunesse se retrouve? Cette inconscience dont vous voulez faire l'apologie ici, c'est le désespoir. Madame, c'est le désespoir. Il existe des jeunes qui ont étudié, parce que même quand vous parlez de ceux qui prennent des voilà, du zododo, tous ces produits, n'est-ce pas, mais il existe une catégorie de jeunes, madame, qui se sont luttés, qui ont lutté, mais qui sont aujourd'hui abandonnés par l'État. Nous disons ceci: si nous refondons l'État, si nous restaurons de manière intelligente l'État, en mettant en place une politique intéressante, une politique d'encadrement, de promotion de la jeunesse. Mais également, en règle générale, il faut penser à une politique qui met tout Congolais qui travaille à l'aise pour qu'il y ait des répercussions dans les familles, répercussions dans les écoles et partout. Eh bien, je vous dis, la jeunesse congolaise est capable, n'est-ce pas, d'étonner le Congo. Parce que cette jeunesse incarne le présent. Mais cette jeunesse est aussi l'avenir de la République. Gaël Matadi, je vous relance dans vos temps d'antenne. Vous êtes d'ailleurs seul sur le plateau. Les co-débatteurs de l'Union Sacrée ne sont pas arrivés. Gaël Matadi, cette jeunesse dont vous défendez aujourd'hui, parlons de cette question de la sous-traitance. Mais on n'a jamais vu cette jeunesse qui travaille dans de différents secteurs de la sous-traitance revendiquer. On ne le voit jamais. Et pourtant, la plupart, ce sont des jeunes qui sont dans les services de sécurité, des jeunes qui sont dans de divers services. Mais lorsqu'ils sont mal payés, ils sont sous-payés, ils sont malmenés par leur patron. Mais on ne les voit jamais revendiquer. Non, la jeunesse revendique, madame. Mais ils veulent se faire passer pour de boucliers des politiciens. Non, ben écoutez, vous savez, lorsque vous clochardisez la jeunesse, ça vous amène à cette constatation. Mais je vous rassure que avec le mouvement d'élite pour le vrai changement et la démocratie, parce que nous avons élevé le débat. Nous avons dit rajeunissement de la classe politique congolaise. Et dans cette politique de rajeunissement, nous avons ciblé tous les secteurs, même les secteurs qui n'ont rien à voir avec la politique, mais nous les avons ciblés. Alors, la jeunesse revendique, madame, mais il existe ce qu'on appelle la prévarication. La prévarication, c'est quoi? C'est que vous avez ceux qui nous dirigent, qui voient les problèmes de la jeunesse, qui voient les défis auxquels ces jeunes sont confrontés, qui voient comment est-ce que même la législation du travail n'est pas respectée. Madame, la protection de la main-d'œuvre locale, mais elle n'est pas respectée. Les Libanais ne respectent même pas le quota minimum pour engager les étrangers. On ne fait pas de suivi. Ces jeunes-là, lorsqu'ils parlent, ils sont matraqués. Ces jeunes-là, lorsqu'ils haussent le ton, ils ne sont même pas suivis. Et donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et parce que vous parlez de leur respect. Mais la création des petites et moyennes entreprises, je vais vraiment vous aider au travers de cette émission ou encore aider les téléspectateurs pour qu'ils comprennent un peu le fonctionnement de l'État. Vous avez ce qu'on appelle le guichet unique portant création
des entreprises. L'on vous dit qu'il est capable de créer une entreprise dans 3 jours. Ça veut dire un jeune Congolais peut décider de créer son entreprise. Mais il crée l'entreprise avec quoi? N'est-ce pas? Il crée l'entreprise avec quoi? Il n'y a pas de financement. Parce que même quand vous allez au niveau du guichet unique pour la création des entreprises, mais on ne vous offre pas le service gratuitement, madame. C'est vrai que les coûts, moi je suis avocat de surcroît, c'est vrai que les coûts sont considérables, les coûts sont intéressants, mais madame, il faudra encore payer cela. Mais lorsque un jeune entrepreneur réussit à créer son entreprise, mais il y a d'autres problèmes qui sont là. Madame, la fiscalité. Une administration fiscale tracassière. Un trop-plein de droits, des taxes et autres. Mais quel est l'avenir ou l'espérance de vie que vous allez donner à cette jeune entreprise? Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Si nous quittons le guichet unique portant création des entreprises, au niveau de l'État, l'État lui-même, ici je parle de marché public. Madame, j'ai une étude que j'ai élaborée sur les marchés publics comme mécanisme de promotion et de développement économique des PME. Je vous rappelle que les entreprises de sous-traitance doivent être de nationalité congolaise. Ça veut dire que c'est une voie que nous avons ouverte pour que, n'est-ce pas, les Congolais se retrouvent dans ce secteur-là. Ça veut dire au travers de ce montage juridique. Mais les marchés de l'État, marchés de prestations, marchés de travaux et consorts, des fournitures de biens, mais tous ces marchés sont donnés à qui? D'abord l'État lui-même. Il donne les marchés à qui? Vous prenez un Malien, vous prenez un jeune Français, vous prenez un jeune Américain, vous prenez même un jeune Angolais, qui vient ici, dans notre pays, République démocratique du Congo, pour un petit marché de prestations intellectuelles dans une institution de la place. Il gagne 500 000 $. Malheureusement, la même jeunesse se tait. Elle reste bouche bée. S'il vous plaît, madame. Allez-y. Ce Malien-là, ou encore cet expatrié, vous gagne ici 500 000 $ pour une petite prestation. Mais on ne fait pas confiance aux jeunes qui sont pétris de talents en République démocratique du Congo. On les écarte. Or, le marché public, le contrat public, l'État étant un grand acheteur, il peut donc donner l'opportunité à ces jeunes-là de se faire de l'argent, mais également d'acquérir les compétences, ou encore de consolider leurs compétences. Madame, tout ça on met de côté. La sous-traitance. Si nous avons créé une autorité de régulation, nous avons créé un appareil qui consiste à suivre les questions, n'est-ce pas, de sous-traitance. Mais voyons-nous la réalité en face. Qui crée les sous-traitances? Qui crée les sous-traitances? Mais ce ne sont que ces expatriés. Permettez-moi, je ne suis pas en train ici de vouloir ternir l'image de nos frères africains, pour la plupart. Mais également les frères du monde, les Libanais consorts. Mais ce sont eux, madame, en violation de règles. En violation des règles établies. Ce sont ces gens-là qui sont dans la sous-traitance, ainsi de suite. Et je vous donne encore une astuce. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes dans une affaire où l'on dit la sous-traitance doit effectivement être congolaise. Mais ces gens-là, c'est recroquevillé sur eux-mêmes pour dire, écoutez, nous allons monter une sous-traitance apparemment congolaise, mais en réalité, ce sont des expatriés. Mais nous-mêmes aussi, les Congolais, nous sommes dans ça. Vous avez ici un monsieur nommé directeur. Vous avez un monsieur nommé à la tête d'une institution, d'un ministère. Rien que pour les travaux de réfection, fourniture de biens. Vous savez ce que ces gens-là font. Ils créent des sociétés parallèles. Mais peut-être parce qu'on ne sent pas le sérieux dans la jeunesse congolaise, raison pour laquelle on donne plus l'opportunité aux Africains. Madame, le sérieux dans la jeunesse congolaise, il y en a. Moi qui vous parle, je suis jeune.
n'est-ce pas? Vous êtes sérieux? Ben, je vous le dis, je suis sérieux. Je suis sérieux, madame. Et si il ne faut pas parler de... il ne faut pas prêcher pour sa propre paroisse, mais je vous dirais, les jeunes Congolais compétents, ils sont là, madame. On ne veut pas les utiliser. Il n'y a pas une politique. Je voudrais également épingler un aspect important. Allez-y. Vous savez, lorsque un jeune Congolais finit les études, qu'est-ce qu'il devient? Le jeune Congolais qui finit les études, qu'est-ce qu'il devient? C'est moi qui pose les questions. Ah ben oui, justement. Il est voué au chômage. Alors que l'État pouvait d'ores et déjà disposer d'un fichier national, ne serait-ce que pour l'encadrement de ces jeunes-là diplômés dans le cadre de stages professionnels. Madame, même ces jeunes qui finissent pour aller se solliciter le stage dans les entreprises, même dans les services publics, c'est un problème. C'est un problème. Et après, quand il y aura une offre d'embauche, on demande l'expérience. Qui trompe qui? Qui trompe qui, madame? Il y a tout ça. Vous avez l'Institution nationale de préparation professionnelle, l'INPP. Mais pourquoi pas avoir une politique, n'est-ce pas, qui consiste à outiller le jeune Congolais, le jeune diplômé, mais également le jeune désœuvré, parce que ça s'appelle préparation professionnelle. Je vous prends au mot. Nous avons un jeune à la tête de notre gouvernement, le chef de l'exécutif, mais il est beaucoup critiqué négativement. Hein. On accuse son bilan négatif. Certains même disent que c'est inexistant, son bilan. Mais c'est un jeune. Oui, madame, mais la gouvernance est un art. Lorsque ici nous parlons de la cause des jeunes, mais ces jeunes doivent être préparés. Ces jeunes doivent aussi gérer de manière libre. Mais également ces jeunes doivent, avant même qu'ils accèdent aux fonctions de la République ou aux fonctions républicaines, ces jeunes devaient déjà inscrire dans leur agenda des projets pour la jeunesse. Mais lorsque vous vous retrouvez à la tête d'une institution aussi prestigieuse et que vous n'avez depuis lors, n'est-ce pas, jamais concocté un projet pour la jeunesse, mais ça pose problème. Vous allez me dire que non, il existe une politique nationale pour la jeunesse. Mais est-ce que cette politique est suivie? La priorité, madame, je vais vous dire, c'est-à-dire, lorsque l'État congolais se mettra en tête que cette jeunesse, c'est au travers d'elle que le Congo, qui a été détruit et qui continue à être détruit au point de devenir inexistant, que ce Congo a encore beaucoup de chances de ressusciter, de se relever au travers de la jeunesse. Je crois que les mesures importantes seront prises. De mon sujet, quel est l'avenir de la jeunesse congolaise? Est-ce que la jeunesse a un avenir prometteur? La jeunesse congolaise a un avenir prometteur. Parce que, je vais vous dire, en dépit de l'absence d'accompagnement de l'État, en dépit du détournement, je l'appelle détournement, n'est-ce pas, des missions des institutions qui sont appelées à accompagner la jeunesse, mais cette jeunesse congolaise, elle ne sait jamais baisser le bras. Cette jeunesse congolaise vit entre désespoir et espoir, vit entre ciel et terre. Vous comprenez? Donc, ce sont les étapes à franchir pour que la jeunesse puisse servir convenablement la République qui pose problème. Or, ces étapes-là, n'est-ce pas, ce sont les aînés, c'est ceux qui sont au niveau du gouvernement et d'autres institutions, je voudrais dire ici l'exécutif, qui pourrions, n'est-ce pas, le créer de manière à ce qu'en accompagnant les jeunes, eh bien, cette jeunesse peut réellement retrouver le sourire. Mais l'avenir de la jeunesse congolaise est prometteuse. Ninitosalité, je reviens encore à la chanson du MPR, Ninitosalité. Mais je vous avais dit au départ, c'était votre question lorsque vous avez dit que est-ce que cette jeunesse ici s'est fait entendre? Non, non, mais est-ce que cette jeunesse parle?
Mais je vous ai dit que la jeunesse parle. Il y a plusieurs canaux, n'est-ce pas? Celui qui a chanté Nini Tossalité. Voilà, Nini Tossalité, c'était un jeune. C'était un jeune. Bien avant lui, il y a tant bien de jeunes, n'est-ce pas? Et au travers des élections, les jeunes ont toujours donné la possibilité, n'est-ce pas, à ceux qui viennent avec les projets des sociétés tournant vers sur cette jeunesse-là, ou se basant sur cette jeunesse-là, à pouvoir diriger et traduire ces projets de société. Mais malheureusement, il se passe beaucoup de choses. Les jeunes travaillent. Je vois les jeunes gens à l'université, je vois même ceux qui ne sont pas à l'université faire quelque chose, madame. Mais les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, l'État congolais nous met ne permet pas à cette jeunesse de pouvoir émerger. Mais l'émergence reste un défi pour la jeunesse. Le développement reste un défi pour la jeunesse. Je voudrais dire que l'État devrait se comporter à un ange financier. Ange financier, c'est-à-dire l'État devrait intégrer dans sa politique, n'est-ce pas, la création ou la mise en place, par exemple, d'un banque d'investissement pour l'encadrement de la jeunesse. Ces structures-là n'existent pas. Même lorsque nous parlons de l'attractivité... Une banque d'investissement ou un ministère de l'investissement. Bon, vous avez déjà l'ANAPI, n'est-ce pas, qui travaille, je crois, sous la tutelle du ministère du Plan, voyez-vous. Mais nous voulons des structures solides, des structures qui puissent permettre aux jeunes, n'est-ce pas, aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes porteurs des idées, de pouvoir les concrétiser. Vous avez par exemple la banque d'investissement, n'est-ce pas? Ça veut dire un jeune qui a son projet, n'est-ce pas, peut demander un financement auprès de cette banque. Ça n'existe pas. Lorsqu'ils vont dans nos banques commerciales, les conditions sont pléthoriques. Attendez, il y a beaucoup de réalités. S'il vous plaît, j'aimerais revenir par rapport à vos mots parce que le professeur Patrick Onoya, c'est un jeune leader, il est un libre penseur aussi. Il a réfléchi à haute voix en disant qu'on devait aussi créer un ministère. Il est en train de prôner sur la création du ministère de l'investissement. Et c'est par rapport à cette question, vous ne voyez pas que non, lorsque ce ministère est créé, ça pourra aussi aider la jeunesse. Le professeur Onoya parle souvent par rapport à la création de millionnaires qu'avait promu le chef de l'État. Au Nigeria, ils ont des millionnaires comme Dangota. Vous savez, il est parmi de personnes bien posées, bien casées au Nigeria. C'est vraiment enrichissime. Alors, c'est parce qu'il y a un ministère de l'investissement. Est-ce que vous n'y pensez pas aussi qu'il faut avoir ce ministère pour aider aussi la jeunesse? Bon, vous savez, la réflexion est permise, n'est-ce pas? Tout Congolais, alors que nous tous nous baignons dans la démocratie, n'est-ce pas, peut toujours émettre son point de vue. Mais si je prends par exemple le fonds de promotion des investissements, le fonds de promotion des industries, n'est-ce pas, c'est un mécanisme des investissements. Vous comprenez? Si je prends l'ANAPI, accompagner tout ça ainsi de suite, c'est un mécanisme des investissements, voyez-vous. Mais nous voulons quelque chose comme une banque d'investissement. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain, en fait, sur cette brèche-là, mais je voudrais bien que l'on puisse avoir une banque d'investissement. Parce que nous avons aussi un problème dans ce pays. Est-ce que, vous savez, nous créons beaucoup de services publics. Nous créons beaucoup de structures. Et parfois, n'est-ce pas, les attributions d'une structure se chevauchent avec d'autres structures. Parfois, on sape les attributions d'un ministère pour donner à une structure. Voyez-vous? Et dans ce ministère-là, il y a des gens qui continuent à être payés par l'État, mais sans rien faire. Nous pensons que pour être pragmatique, il nous faut, je vais vous dire clairement, une banque d'investissement, n'est-ce pas, où les jeunes pourraient accéder facilement, n'est-ce pas, au crédit et être accompagnés. Au-delà de ça, une banque, n'est-ce pas, ou sinon
en fait, mettre en place ce que moi j'appelle une assurance crédit pour le PME, madame. Une assurance crédit pour les PME. Parce que je vous dis, chaque année, il existe une PME qui naît. Une PME. Mais à la fin de l'année, il y a une PME qui meurt, qui n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème financier. Il y a un problème dans l'exploitation. Il y a tout cela. Et donc, une assurance crédit, par exemple, permettra ou permettrait à ces PME, n'est-ce pas, même lorsqu'ils traversent des zones de turbulence financière, d'être secourus ou encore accompagnés, n'est-ce pas, par des compagnies d'assurance. Alors, si, à l'heure de la libéralisation du secteur des assurances, n'est-ce pas, les compagnies d'assurance ne savent créer des conditions favorables pour que cette assurance crédit, n'est-ce pas, soit mise en place, mais l'État peut le faire. Parce que, madame, nous parlons d'un bon thème. Je voudrais vraiment rappeler aux téléspectateurs. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle le libéralisme économique. Ça veut dire c'est le libre-jeu. Ça veut dire que le privé, ça veut dire c'est le secteur privé, n'est-ce pas, qui doit, en fait, relever le capital national. Alors, dans ce contexte-là, nous ne pouvons pas nous laisser envahir par les autres, mais nous pouvons, n'est-ce pas, avec l'appui des autres, parce que c'est un secteur ouvert, élever l'entrepreneuriat local pour que ça donne. Et je vous rassure que si nous avons une banque d'investissement, n'est-ce pas, si nous avons également une assurance de crédit qui peut aider en cas de risque, en cas de ceci, n'est-ce pas, pour ces PME-là d'être secourus, mais aussi avec l'accompagnement de l'ANADEC, madame. Je voudrais, au travers de cette intervention, que le président de la République, qui n'a pas eu la chance de m'avoir ou encore de me voir à l'hémicycle du Palais du Peuple, puisse noter ici le mécanisme, n'est-ce pas, pour que la jeunesse puisse sortir de ce bourbier. Mais je voudrais également l'accompagnement de l'ANADEC, madame. L'ANADEC qui est aujourd'hui une transformation, un aboutissement, n'est-ce pas, sur le plan juridique, mais également fonctionnel de l'OPEC, Office de promotion des entreprises. Mais cet ANADEC doit fonctionner, madame. L'ANADEC doit accompagner. Il doit accompagner, madame, les PME qui existent, parce que les PME, c'est, en fait, la PME, la PMI, même les entités de petites, en fait, de tailles intermédiaires, mais c'est la pépinière d'une économie. Si nous voulons une économie bâtie sur les structures internes, pas une économie externe ou encore extravertie, mais nous devons travailler sur ça. L'ANADEC devra accompagner les jeunes qui ont des projets. Madame, comment on monte le projet? Le processus qui part du montage du projet, n'est-ce pas, jusqu'à à la mise en œuvre. Mais les jeunes doivent être aussi, je dirais, accompagnés. Mais tout cela n'est pas fait. Et pourquoi? Parce que lorsque les nominations dans les institutions, n'est-ce pas, je commence par le Conseil national de la jeunesse. Lorsque les nominations sont teintées par une coloration politique. Les nominations sont en réalité les contrepoids, n'est-ce pas, d'un jeu politique qui se joue dans une famille politique donnée. Madame, la conséquence est que nous aurons des institutions, parfois avec de très bonnes missions, avec de bonnes attributions, mais ces attributions ne seront que des chapelets de bonnes intentions. Et c'est les actions, n'est-ce pas, de ces institutions ne sauront en tout cas rencontrer le desiderata de la jeunesse. Parce que la jeunesse congolaise, elle est vraiment caractérisée par l'entrepreneuriat. Voyez-vous? Mais je voudrais chuter en vous disant aussi ceci. Lorsque nous aurons réussi à mettre en place une banque d'investissement, une assurance crédit pour les jeunes, lorsque les structures d'accompagnement, mais la politique aussi d'investissement national, la politique d'investissement national devra aussi être une politique d'investissement axée sur, n'est-ce pas, donner les possibilités aux jeunes de pouvoir émerger. Je vous donne un exemple. Vous êtes en Europe, n'est-ce pas? Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes dans bien des pays de l'Union européenne. Il existe des banques, des sociétés privées, je vous dis, des sociétés privées qui accompagnent, n'est-ce pas, les PME. Voyez-vous?
Mais ici, chez nous, nous n'avons pas une diplomatie. Le président sillonnait presque tous les pays du monde, n'est-ce pas? Mais une diplomatie orientée vers l'attractivité, n'est-ce pas, des investisseurs, comme ces banquiers-là, qui sont spécialisés seulement à accompagner les PME. Il n'y en a pas, madame. Merci. Parlons du second sujet, parce que déjà nous sommes en train de chuter. Quel est l'apport de la jeunesse congolaise face à la guerre de l'Est? Oui, madame, je suis très préoccupé par cette question de la place de la jeunesse congolaise dans cette guerre injuste, n'est-ce pas, et injustifiée, qui nous est imposée par la communauté internationale et ses sous-traitants. Mais la jeunesse a une place dans cette lutte, une lutte qui marque, n'est-ce pas, une étape importante dans l'histoire de la République. Mais je voudrais, avant que je ne réponde à votre question, saluer la bravoure de tous les jeunes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. En dépit des crépitements de balles, en dépit des bruits de bottes, en dépit des pluies de bombes, ces jeunes, n'est-ce pas, ne se sont jamais laissés convaincus par qui que ce soit. Ils défendent tant bien que mal, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo. Et je fais un chapeau bas, n'est-ce pas, à cette jeunesse qui est engagée dans l'armée. Eh bien, la jeunesse congolaise, la guerre en l'Est, madame, les jeunes Congolais ont un rôle important à jouer. J'invite les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Nous voulons avoir une armée dissuasive, comme le dit le MDVC, mon parti politique. Attendez, s'il vous plaît, vous avez soutenu l'appel du chef de l'État au recrutement de la jeunesse à l'armée? Je pense que c'est le président de la République qui a saisi la balle au bon, et je dirais à point nommé au bon moment, n'est-ce pas, l'appel du président du MDVC, le camarade docteur Justin Moudekereza. Je vous rappelle que le camarade Justin Moudekereza avait, n'est-ce pas, appelé la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement, n'est-ce pas, dans l'armée congolaise pour que nous puissions, une fois pour toutes, bouter dehors, n'est-ce pas, l'ennemi qui nous dérange le jour. Et après sa sortie, c'en est que le président de la République, n'est-ce pas, va aussi bonder ou encore aller dans le même sens. Et donc, nous sommes pour la nation congolaise, pour la patrie. Si nous voyons le président de la République revenir sur ce qui a été dit par le MDVC, mais où est le mal? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité lorsque nous défendons la République. Donc les jeunes doivent adhérer, à l'armée, mais les jeunes également doivent être vigilants. Pourquoi je vous dis? Vous savez, la guerre qui est en l'Est, c'est une guerre qui traverse plusieurs secteurs. La balkanisation pèse sur la République. La fuite des cerveaux pèse sur la République. La politique qui consiste à clochardiser les jeunes pèse sur la République. La non-préparation des jeunes qui doivent gouverner la République pèse sur cette République. Et donc, il est important pour les jeunes, n'est-ce pas, de défendre la République au travers d'une armée réformée, une armée refondée, une armée, n'est-ce pas, que nous voulons dissuasive. Mais il y a plusieurs contraintes. Les contraintes, c'est quoi? Vous avez une armée où les soldes de nos vaillants héros sont détournés. Les soldes sont détournés, madame. Une armée où ne serait-ce que la tenue, ça n'existe pas.
Et il y a ces soldats, n'est-ce pas, qui n'en ont pas, les bottes. Madame, et donc l'amélioration des conditions des soldats, des policiers, cette amélioration va aussi impacter sur, n'est-ce pas, l'élan de cette jeunesse à pouvoir servir la nation. Parce que ça fait mal, et vous le savez autant que moi, que ces jeunes gens-là, qui laissent leurs femmes, qui laissent leurs proches, leurs parents, qui vont défendre l'emblème national ou servir sous les drapeaux, ils sont là, au front. Mais leurs femmes, les enfants de soldats aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Combien on donne à un soldat congolais? Combien on le donne? C'est tout cela. Alors, si nous voulons que l'armée, n'est-ce pas, soit une armée à la hauteur, une armée capable de bouter l'ennemi dehors, une armée capable de sécuriser nos frontières, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, je vais clairement vous dire, il faudra également améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie de ces vaillants héros. Et donc, au-delà de ça, il faut, je l'ai dit, de la vigilance. Il faut de la vigilance. Il ne faut pas que les jeunes cèdent à tout ce qui est offert, n'est-ce pas, par l'ennemi, parce que nous avons aussi cette situation. Voilà pourquoi votre première question est réellement liée, n'est-ce pas, à cette deuxième, parce que lorsqu'il n'y a pas de soubassement, lorsque les conditions, n'est-ce pas, sociales et économiques ne permettent pas aux jeunes de pouvoir émerger, eh bien, il y a des jeunes qui sont facilement, n'est-ce pas, malléables ou encore manipulés par les forces de l'extérieur. Gaël Matadi, est-ce que, selon vous, le changement de la RDC dépend du renouvellement de la classe politique sur le plan physique ou mental, ou encore moral? Bon, écoutez... Parce qu'il y a un discours ces derniers temps, nous voulons que la jeunesse occupe des postes, nous voulons que la jeunesse travaille. Est-ce qu'on n'a pas besoin de l'expérience de ce vieux-là? Non, mais si vous revisitez, n'est-ce pas, notre hymne national, je crois qu'il y a une ligne où ceux qui sont comme aînés, n'est-ce pas, disent nous voudrions transmettre, n'est-ce pas, à la postérité un Congo prospère, un Congo ceci, et ainsi de suite. Mais cette transmission doit être sécurisée. Voyez-vous, les jeunes et vieux doivent travailler de commun accord. Mais attention, les vieux ne doivent pas constituer un blocage pour le développement des jeunes. Mais le problème est que certains pensent que l'autre pays doit se développer si seulement s'il y a le renouvellement de la classe politique, dans le sens que, sur le plan physique, que c'est la jeunesse qui peut occuper tous les postes sans pour autant obtenir compte de l'expérience de ce vieux-là tout autour d'eux. C'est ça aussi le problème. Ça devient quand même, je ne sais pas dire un conflit de leadership ou encore un conflit d'âge. Non, madame, nous disons ceci au MDVC, refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Et pour refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, nous avons mis en place des piliers, notamment le rajeunissement, n'est-ce pas, de la classe politique. Et nous avons un entendement différent de tout ce que vous relayez pour le compte de cette jeunesse-là. Nous disons ceci, il faut préparer, n'est-ce pas, le jeune à la gouvernance. Voilà pourquoi, même alors que nous sommes un parti de l'opposition, n'est-ce pas, un parti de l'opposition extra-parlementaire, mais nous avons dans notre parti, dans notre formation politique, ce qu'on appelle une école de préparation pour la gouvernance. Je vous annonce, ou encore je vous tiens informé, je tiens également les téléspectateurs informés, qu'au seuil de cette année, n'est-ce pas, ça veut dire au mois de janvier, nous avions organisé une formation des cadres sur les finances publiques, ça veut dire gérer l'État congolais.
n'est-ce pas? Et sous peu, nous allons encore, n'est-ce pas, former les cadres, les jeunes, n'est-ce pas, de notre parti sur les marchés publics. Ça veut dire la bonne gouvernance, n'est-ce pas, des marchés publics. Et donc, les formations sont comme ça en continu. Alors, vous allez me dire que ces jeunes qui sont formés, n'est-ce pas, dans un parti sérieux, dans un parti qui veut conquérir le pouvoir et le gérer de manière à ce que le Congolais se retrouve, ces jeunes-là doivent être écartés. Non. Voilà pourquoi les vieux qui sont, n'est-ce pas, au sein du parti, les vieux qui sont dans certains canaux viennent en appui. Le problème, c'est la préparation. Mais également, le problème est aussi au niveau du fait que les vieux qui sont là doivent aider ces jeunes à se caser. Vous n'allez pas être aussi en désaccord avec moi, sinon vous conviendrez avec moi, que nous avons des gens qui ont servi la République depuis qu'ils étaient jeunes jusqu'à aujourd'hui. Et même alors que leur bilan est négatif, ils sont toujours au pouvoir. Mais comment est-ce que vous comprenez ça? C'est pas de la jalousie, ça? Non, non, c'est dire, ce n'est pas de la jalousie du côté de la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, tout ce qu'il veut... Non, madame, si la République doit être gérée comme Motonation Snaye, ça devient quoi? Une République bananière. Ça devient de la crapie, madame. Ce n'est plus une République, ça. Il faut changer de nom. C'est la République, la res publique à la chose publique, madame. Et voire même si nous organisons les élections, c'est pourquoi? C'est pour que, n'est-ce pas, chaque classe, n'est-ce pas, arrive à accéder et puis à implémenter des actions importantes pour le relèvement que 6 minutes de cette République. Parlons un peu des élections avec cette poussière de minutes qui nous reste. Est-ce que la jeunesse peut faire quelque chose? Oui, mais la jeunesse est témoin, n'est-ce pas, du bilan chaotique de ces aînés depuis 60 jusqu'à nos jours. On peut croire en cette jeunesse. Vous pouvez croire en cette jeunesse parce que nous sommes des jeunes qui sont préparés, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de ce que nous faisons déjà. Ces jeunes sont capables, avec tout ce qu'ils ont vécu, surtout dans le courant de ce régime, n'est-ce pas? Ces jeunes-là sont capables de renverser la vapeur. Voilà pourquoi je voudrais, au travers de ce canal, n'est-ce pas, inviter les jeunes à déposer leur candidature pour que cette fois-ci, une nouvelle classe politique puisse se créer. Mais je rappelle encore et toujours que cette classe politique, n'est-ce pas, ne veut pas dire qu'il faut chasser les vieux. Ça veut dire qu'il y aura une synergie, n'est-ce pas, entre les jeunes et vieux pour que la République puisse avancer. Parce que nous servons la République autour. Quand c'est votre tour, eh bien, vous devriez servir la République. Nous, aujourd'hui, jeunes, demain nous serons vieux, nous devons être à même, n'est-ce pas, de laisser le siège ou encore le poste et, n'est-ce pas, donner la chance à ces jeunes-là, la postérité, à pouvoir servir la République. Donc, Gaël Matadi, votre mot de la fin. Regardez la caméra. Pour les élections de 2023, le MDVC invite tous les jeunes, premièrement, à adhérer à cette formation politique qui est propre, dirigée par le camarade Dr Justin Moudekereza, parce que le MDVC est déterminé, n'est-ce pas, à conquérir le pouvoir, à le gérer, et ce pour le besoin de la République. Toujours non, à l'étranger, on ne le voit jamais. Notre président n'est pas anonyme. Je vous dis que là... Mais madame, c'est grave ce que vous dites. C'est grave. Pourquoi vous voulez personnifier un parti politique? Voilà pourquoi vous aviez eu des pratiques comme autorité morale, tout ça, ainsi de suite. Vous avez des vieux, 60, 70 ans, faire la queue, madame. Vous avez tous ces gens-là s'agenouiller devant un homme. Dans notre parti, nous avons dit c'est la démocratie et le vrai changement. Le camarade Justin Moudekereza est bel et bien avec vous. Le camarade Justin Moudekereza est bel et bien avec tous les jeunes Congolais. Et nous avons donc des projets pour cette jeunesse. Et dès que nous accédons au pouvoir, madame, vous verrez réellement la différence entre le ténèbre et la lumière. Il est parmi le le jour et la nuit. Et donc, nous sommes très heureux également d'être reçus par vous. Je vous avais dit en aparté que je vous suivais depuis que j'étais très jeune. Merci. Et vous avez toujours été pertinente dans votre manière de faire. Merci et nous beaucoup. pensons que nous allons davantage revenir sur ce plateau pour que nous puissions
éclairer la lanterne non seulement de la jeunesse, mais également de la République. Et donc que ce créneau soit pour nous un mécanisme d'action, n'est-ce pas, pour aider la République à trouver des solutions pour la jeunesse qui est l'avenir de demain, mais également cette jeunesse incarne le présent de la République. D'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Actu 60 dont nous recevions pour vous Gaël Matadi. Vous avez suivi. Laissez-moi le jeter de fleurs. Il est très pertinent lui aussi. Il est très intelligent. Vous savez, lorsque la jeunesse est intelligente, lorsqu'on a une jeunesse qui monte, c'est ça l'avenir du Congo. En tout cas, je suis fier de lui. Aimons-nous vivants. Il ne faut pas attendre quand quelqu'un meurt, venir avec de belles paroles. Non, moi, je n'aime pas ça. Merci à Light Moutonjo, merci à Enoch Mbala, merci au DG Mamboucha, merci à Déborah, la coordonnatrice. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.